Salut, si toi aussi tu t'es toujours demandé mais pourquoi est-ce qu'on attend aussi longtemps dans un service d'urgence? Eh bien tu es dans la bonne vidéo car ici je vais te donner les 5 principales raisons pour lesquelles on attend dans un service d'urgence. Allez, justement on perd pas de temps, c'est parti, go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle FX Moronval et je suis médecin urgentiste à l'hôpital et au SAMU depuis plus de 10 ans maintenant. Et ouais, depuis plus de 10 ans, le temps passe vite, le temps passe très vite. Sur cette nouvelle chaîne, on va parler des coulisses, des urgences et de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la médecine d'urgence. Donc bien sûr, comme toute nouvelle chaîne, si vous êtes nouveau, et donc je pense que vous êtes nouveau parce que la chaîne est toute nouvelle, et bien sûr pensez déjà à vous abonner, ça me fera plaisir et ça me permettra de mettre en avant mon projet qui débute. Donc voici la première raison, l'augmentation du nombre de passages par an dans les services d'urgence. En 2019, il y avait environ 700 services d'urgence en France avec 22 millions de passages par an, qui représentent une augmentation d'environ 1% par rapport à 2018. Si l'on remonte un petit peu en arrière, en 1996, il y avait 10 millions de passages par an. S'en est suivi une augmentation progressive du nombre de passages, 3% par an, pour atteindre les 22 millions de passages par an en 2019. 22 millions, c'est juste énorme. Et vous le savez, en 2020, le nombre de consultations aux urgences a chuté lié au confinement et au Covid, où les gens sont restés chez eux et ont donc moins consulté au niveau des urgences. On a eu une baisse d'activité 21% en 2020. En 2021, il y a eu une année avec moins de passages de Covid et on a retrouvé une activité plus intense, mais cette activité était néanmoins 6% moins importante qu'en 2019, ce qui représente 19 millions de passages en 2021. Ce qui est important de retenir là-dedans, c'est qu'on a une augmentation progressive du nombre de passages et ce depuis une vingtaine d'années. Pour être plus précis, on a 26% de passages pour la pédiatrie et on a 14% de passages pour la gériatrie, c'est-à-dire les patients de plus de 75 ans. Toutes ces données, elles sont transparentes, elles sont accessibles sur le site de la FEDORU, la Fédération des observatoires régionaux des services d'urgence. Les structures d'urgence représentent 31 600 passages par an en moyenne. Et à noter également que l'hôpital public ne refuse la consultation d'aucun patient. Ces données sont bien sûr légèrement biaisées puisque certains patients consultent plusieurs fois dans l'année, voire même des fois plusieurs fois par semaine. En tout cas, il apparaît clair que l'augmentation croissante du nombre de consultations aux urgences ces dernières années est un des facteurs majeurs de l'augmentation du temps d'attente dans les services d'urgence. Voici maintenant la deuxième raison pour laquelle vous attendez dans les services d'urgence. Il s'agit du tri. Lorsque vous arrivez dans un service d'urgence, vous allez être accueilli par les secrétaires pour les renseignements administratifs, puis vous allez être vu par une IOA, c'est-à-dire une infirmière d'orientation et d'accueil. Cette infirmière est expérimentée et formée à la gestion et l'accueil des patients. Et il faut savoir qu'il y a un tri des patients en fonction de leur gravité. Cette grille de tri, elle ne sort pas d'un chapeau comme par magie, elle est liée à des critères établis par la SFMU, qui est la Société française de médecine d'urgence. Pour faire simple, il y a 5 niveaux de gravité, allant de 1, le plus grave, à 5, le moins grave. 1, c'est l'urgence vitale, donc l'arrêt cardio-respiratoire. Et 5, c'est quelque chose qui peut attendre de façon illimitée, comme par exemple une entorse de doigt. Vous comprendrez donc que cet ordre de passage est priorisé en fonction de votre niveau de gravité. Quelqu'un qui va arriver avec un niveau de gravité 1, donc d'urgence vitale, obligatoirement passera en priorité par rapport à quelqu'un de niveau 5. Et ceci, quel que soit le mode d'arrivée, en ambulance, avec les pompiers, en trottinette ou en scooter. Le moyen d'arrivée ne rentre pas dans les critères de gravité. Votre temps d'attente est modifiable et variable en fonction de votre classification dans cette grille de tri à l'accueil. L'ensemble de ces critères sont basés sur des symptômes et sur des paramètres. Si besoin, l'infirmière d'orientation et d'accueil peut être assistée par un médecin qui peut l'aider à orienter son choix. Voici maintenant la troisième raison des attentes dans les services d'urgence. Il s'agit tout simplement des délais incompressibles de prise en charge. Même si vous arrivez aux urgences et que vous êtes immédiatement pris en charge, il y aura obligatoirement un temps incompressible pour réaliser une batterie d'examens et auquel on ne peut pas aller plus vite. Je vais vous donner des exemples très précis. Lorsqu'on réalise un bilan sanguin, donc une prise de sang pour faire une analyse, il y aura un délai d'au moins 1h30 à 2 heures pour obtenir l'ensemble des résultats.
Et oui, ce n'est pas instantané, il faut que l'ensemble des machines analysent les différents éléments de votre sang. Autre exemple, le scanner. Vous pouvez être amené à réaliser des examens complémentaires, notamment comme un scanner. Il faut savoir que la demande d'examen varie en fonction de l'activité. Certains hôpitaux n'ont pas de scanner dédié aux urgences, mais le scanner est le même dans tout l'hôpital. On va avoir des patients dans les services de médecine qui peuvent passer entre les patients des urgences, ce qui rallonge les temps d'attente. Donc entre le moment où on effectue la demande de scanner et où le scanner est réalisé, il y aura déjà un temps qui peut être variable en fonction de l'activité hospitalière. Il y a également le temps de brancardage, brancardier qui va vous amener jusqu'au niveau du scanner. Et ces brancardiers, ils ont une liste d'activités qui est très importante, notamment d'amener des patients dans d'autres examens ou dans des services d'hospitalisation. L'interprétation du radiologue. Et oui, parce que lorsque vous avez réalisé cet examen, le radiologue doit interpréter vos images et rédiger un compte-rendu. Vous l'aurez compris, ces temps d'attente sont difficilement compressibles. Autre exemple très précis, aux urgences, on a souvent besoin de spécialistes. Et bien sûr, très souvent, ces spécialistes ne font pas que répondre aux demandes des urgences. Ils ont leur propre service et leur consultation à s'occuper. Le temps d'attente, le temps que le spécialiste se rende disponible pour consulter le patient au niveau des urgences. Je ne rentre pas dans les détails actuellement, mais je pense que je ferai des vidéos dédiées à ce sujet, qu'il existe des filières spécialisées pour réduire au maximum ces temps d'attente, comme par exemple la filière AVC, où c'est directement un neurologue qui va vous prendre en charge et vous amener au niveau d'un IRM cérébral dans le but justement de perdre le moins de temps possible pour prendre en charge cet AVC. Ou encore une filière spécialisée aux urgences qu'on appelle la filière courte, qui est une filière dédiée à de la traumatologie, donc souvent des prises en charge plus rapides qui ne nécessitent pas de bilan sanguin et donc des patients qui sont vus plus rapidement. Je pense que je vous ferai des vidéos dédiées spécifiquement à ces différentes filières afin de tout vous expliquer. D'ailleurs, si ça vous intéresse et si vous avez des idées, dites-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans des vidéos, car je me ferai un plaisir vraiment de vous expliquer tout ça. Quatrième raison pour laquelle on attend au niveau des urgences, il s'agit tout simplement de la réduction des effectifs dans les services d'urgence liés au départ SMUR. Le SMUR, il s'agit d'une intervention urgente qui est faite sur la demande du SAMU. Il s'agit souvent d'interventions gravissimes qui ne peuvent pas attendre et qui nécessitent une prise en charge médicale urgente en dehors de l'hôpital. Comme par exemple un arrêt cardio-respiratoire dans la rue ou un accident de voie publique ou encore un patient défenestré. Gros hôpitaux qu'on appelle les CHU ont très souvent des services de SMUR qui sont dédiés. Vous avez des médecins et des paramédicaux qui sont au niveau des urgences et vous avez des médecins et des paramédicaux qui sont dédiés à l'activité SMUR. Et dans les hôpitaux de moyenne taille et de petite taille, les équipes sont mutualisées. Lorsque vous avez une intervention SMUR qui est déclenchée sur la demande du SAMU, c'est le médecin au niveau des urgences qui vont partir en intervention, qui vont donc réduire les effectifs dans les urgences. Bien sûr, le médecin avant de partir doit transmettre les patients pris en charge actuellement à son collègue. Le médecin qui reste aux urgences récupère les patients transmis par son collègue qui naturellement ralentit le flux des patients dans les urgences et augmente donc le temps d'attente. À savoir également que ces interventions en dehors de l'hôpital peuvent parfois être très longues. Quand on réanime des patients, ça peut durer très longtemps. Lorsqu'on est sur des accidents de la voie publique, ça peut être des interventions qui peuvent également être très longues, parfois plusieurs heures. Donc on peut avoir une diminution du nombre de médecins dans les services d'urgence liée au départ d'un des médecins sur une intervention gravissime. Et bien sûr, des fois des interventions, il n'y en a pas qu'une seule dans la journée. On peut en enchaîner plusieurs à la suite. Enfin, il est important de savoir aussi que des fois, les équipes des urgences se déplacent dans l'hôpital. On peut aussi avoir des urgences vitales dans les services et dans certains hôpitaux, ce sont les médecins réanimateurs, mais dans d'autres hôpitaux, ce sont les médecins des urgences qui vont monter dans les étages pour s'occuper des patients en détresse vitale. Voilà maintenant la cinquième raison pour laquelle principalement on attend au niveau des urgences. Il s'agit de l'augmentation de la charge de travail au niveau des urgences. Vous êtes probablement au courant, on parle souvent de problèmes d'hospitalisation dans l'hôpital. Nos patients ne peuvent pas rentrer à domicile, donc comme ils ne peuvent pas être hospitalisés, en attendant, ils attendent aux urgences. Alors bien sûr, ça nécessite des réévaluations, de surveiller l'évolution, de prescrire les traitements, d'avoir une surveillance, de réévaluer le traitement. Donc vous comprendrez, tout ça, ça prend du temps. Pour vous donner un exemple, lorsque le matin, j'arrive dans mon service d'urgence à 8h30, c'est toujours plus facile lorsque j'ai 3 patients qui viennent d'arriver au niveau des urgences et que je les prends en charge, plutôt que d'arriver et d'avoir ces 3 patients qui viennent d'arriver aux urgences, mais en même temps d'avoir à m'occuper de 10 patients qui sont en attente d'hospitalisation. Il faut réévaluer, trouver une décision
destination pour ces patients. Autre élément, il faut savoir que les temps de passage varient également en fonction des moments de la journée et en fonction du jour de la semaine. On observe des pics d'activité fin de matinée et en fin d'après-midi. Ceci est vraiment très variable d'un jour à l'autre, à savoir bien sûr que ces éléments peuvent toutefois être variables. La Fedoru, je vous en ai parlé tout à l'heure, décrit des chiffres intéressants. 43% des patients se présentent en heure permanence de soins, 26% se présentent la nuit et 27% le week-end. Donc vous me diriez comme ça que c'est sûr, il y a moins de passages la nuit, donc on attend moins la nuit. Eh bien c'est faux, parce que souvent les effectifs des médecins sont également réduits la nuit. Vous le comprendrez, ceci peut vraiment être aléatoire d'un jour à l'autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est vraiment pas le but, mais enfin vous savez que vous pouvez trouver les chiffres et analyser tout ce qui vous intéresse. Voilà, donc au final vous l'avez compris, les temps de prise en charge dépendent d'énormément de facteurs. Enfin, j'insiste, les services d'urgence sont confrontés à une augmentation régulière du nombre de passages. 62% des patients sont pris en charge en moins de 4 heures. L'agressivité n'a jamais permis d'être pris en charge plus rapidement et que la violence envers un soignant est totalement inacceptable. Et malheureusement, c'est des choses que l'on retrouve encore régulièrement toutes les semaines dans les services d'urgence. Voilà, et au final, je voulais vous dire de faire confiance au personnel soignant. Votre temps d'attente est habituellement en fonction des signes de gravité de vos pathologies. Et bien sûr, si ces symptômes évoluent durant votre attente, n'hésitez pas à interpeller les soignants. Si vous n'avez pas encore vu de médecin, il s'agira de l'infirmière d'orientation et d'accueil que vous avez vu en arrivant aux urgences. Lorsque vous avez vu le médecin, vous pouvez interpeller directement le médecin ou l'infirmière spécifique qui vous prend en charge. Voilà, la vidéo se termine déjà. J'ai essayé d'être le plus condensé possible. C'est ma première vidéo, alors je ne suis pas totalement à l'aise, mais je fais de mon mieux. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire tous les sujets de vidéos auxquels vous aimeriez que je vous parle. Allez-y, et puis surtout, bien sûr, abonnez-vous. J'espère que c'est le début d'une belle aventure. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez, je vous quitte. Je vous dis à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!